Aujourd'hui, on va parler des lois, alors de toutes les lois qui régissent l'univers, qui régissent notre vie, etc. Mais on va se contenter de parler aujourd'hui de la loi de la gravité. Je suis aujourd'hui avec Bruno Lallemand. Bruno, bonjour à toi. La loi de la gravité. Bonjour Alexandre. Non, et plus sérieusement, il y a plein de lois, hein. De la cause à effet, on a beaucoup parlé de l'impermanence, l'interdépendance, la vacuité, l'attraction, l'abondance. Il y a Ouais. plein de lois. À quoi elles servent toutes ces lois? T'allais dire quelque chose, vas-y. Alors d'abord, moi le terme loi me gêne toujours un petit peu parce que c'est une réalité, c'est un fait. Quand on parle, même d'ailleurs, de la loi de l'attraction, ben voilà, c'est une réalité, c'est un fait, c'est un état de fait. C'est pas l'univers qui a décidé que les choses allaient fonctionner de cette manière et imposer sa loi. Et quand on parle, par exemple, d'impermanence, ben, c'est un état de fait. Il y a même un scientifique dans le stage que j'ai animé la semaine dernière qui participait à mon stage et il est venu me donner la formule mathématique de l'impermanence. Oh, génial. Je trouvais ça absolument extraordinaire. Il m'a dit, effectivement, je confirme, l'impermanence, c'est une réalité. Ben, j'ai dit, oui, bon, ça, on a plein de vieux philosophes qui ont parlé que je crois que c'est quel philosophe qui disait il n'y a qu'une seule chose qui dure, c'est justement le changement. Ouais. Voilà. Et je ne sais plus qui avait dit ça. Et donc voilà, c'est un état de fait. Mais par contre, ce qui compte, c'est d'avoir conscience justement de ce qu'on appellerait ces lois. Parce que dès qu'on en a conscience, mais ça modifie complètement notre angle de vue. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que je vois, justement, on parlera peut-être aussi de la loi de l'attraction. C'est une réalité qu'effectivement les corps s'attirent, qu'il y a une réalité vibratoire qui fait que justement deux éléments d'un même taux, niveau vibratoire vont forcément créer un phénomène de résonance, que voilà, le plus attire le moins, tout ça sont des réalités. Mais aujourd'hui, on voit, bon, il y a une autre loi, c'est la loi du commerce. Ah oui, c'est ça, hein, Et parce que... ça, c'est que se dire, chouette, il y a la loi de l'attraction, je vais vendre ça, et comme ça, je vais gagner beaucoup d'argent parce que je vais dire aux gens, grâce à la loi de l'attraction, vous allez pouvoir devenir riche. Donc là, on parle aussi de la loi L'abondance, de ouais. l'abondance, et c'est extraordinaire. Donc tout ça, c'est dévié parce que on parle de la loi de l'attraction aujourd'hui comme si ça venait d'apparaître dans le monde. Tiens, on vient de faire une découverte, on a découvert qu'elle avait de la loi de l'attraction. On retrouve ça déjà à l'époque du Bouddha, on en parlait, c'est une évidence. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, on essaie de trouver toutes sortes de concepts vendeurs pour amener. Mais c'est pas aussi carré que ça parce qu'on a l'impression, quand on regarde des auteurs qui parlent de la loi de l'attraction, voilà, je vais fermer les yeux, je vais imaginer qu'il y a un joli collier qui va apparaître autour de mon cou, puis ça y est, dans 3 semaines, je l'ai, quoi. Oui, Si, justement. si c'était aussi facile que ça, je crois que tout le monde serait archi-millionnaire. Moi, j'ai d'ailleurs ma Ferrari qui a été livrée il n'y a pas très longtemps, hein. Ouais. Ah, c'est un pot qui va venir bientôt chez toi, alors. Oui, bah oui, ils Parce que, sont... parce qu'on peut attirer l'argent, mais on attire justement le contrôleur des impôts aussi, il faut pas l'oublier, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, on est régi par des tas de lois comme ça. Alors, t'aimes pas le terme de la loi? Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? On peut appeler ça, bien sûr, on va mettre ça la loi, mais voilà, il faut juste que c'est juste pour mettre en évidence une réalité. Comme justement, si on prend l'exemple oui, enfin de l'interdépendance aussi d'ailleurs, mais de l'impermanence, c'est un état de fait. Hmm. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est d'en avoir conscience et de méditer justement sur ce point. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai entendu parler d'impermanence, c'est justement mon vieux maître qui m'en avait parlé, parce que j'étais venu avec une migraine épouvantable, et je lui parle de ma migraine, et il me répond, médite sur l'impermanence. Qu'est-ce qu'il me raconte? Je voyais pas, je savais pas ce qu'il voulait dire par impermanence. Donc je suis d'abord allé me documenter, j'ai commencé à lire des livres et voir ce que c'était que euh, euh, L'impermanence? l'impermanence, oui. Et puis bon, il y avait d'abord un premier niveau de compréhension, ce qu'on appelle la compréhension intellectuelle. Et donc je voyais bien, mais je voyais pas quel rapport avec justement ma migraine. Mais en fait, la migraine, elle venait justement d'un mental qui est trop fort, qui veut justement contrôler. Et en méditant justement plus profondément sur l'impermanence, le fait de réaliser que tout est impermanent. Mais là, je parle de réalisation, je parle plus de niveau de compréhension, parce que la plupart des gens s'arrêtent à ce niveau.
C'est-à-dire, il reste au niveau de la compréhension. Donc, ils vont dire... C'est quoi la différence, justement, compréhension, réalisation? Alors, on va justement marquer un petit temps de pause pour bien comprendre. Dans le bouddhisme, on dit il y a 3 niveaux de compréhension. Le premier niveau de compréhension, c'est l'écoute et l'observation. Ok. C'est-à-dire que j'écoute, mais il y a plusieurs façons d'écouter. On peut discuter en écoutant, c'est-à-dire je suis d'accord, là je suis pas d'accord, ah là c'est intéressant, en fait on n'écoute pas réellement. Hmm. Ce qu'on appelle, c'est une écoute active. Il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de rejet. C'est-à-dire justement, parce que les gens ils ont peur que si j'écoute, je vais adhérer. Il s'agit justement pas d'adhérer, c'est tout le contraire. C'est pour ça que Bouddha disait, ne croyez jamais ce que je vous dis, vérifiez-le toujours à la lumière de votre expérience. L'écoute, c'est une écoute active. C'est se dire, c'est entre guillemets, c'est comme si en arrière-plan, on se disait, qu'est-ce qu'il essaie de me transmettre, ou plutôt, va même plus loin que ça, qu'est-ce qu'il essaie de me montrer? Parce que les mots sont comme un doigt pointé vers la lune, c'est pas la lune qu'il faut regarder, c'est pas le doigt qu'il faut regarder, c'est la lune. C'est la lune, ouais. Voilà, on essaie de nous montrer quelque chose. Et les gens sont piégés par les mots. Donc, en premier niveau, c'est l'écoute active. L'écoute active va entraîner une compréhension, ce qu'on appelle la compréhension juste. Donc, par exemple, j'écoute un discours sur l'impermanence, je trouve ça très intéressant, je comprends ce que l'auteur dit, je l'assimile, je vais même encore me documenter, je vais compléter l'information que j'ai, donc je vais enrichir ma compréhension, et donc j'arrive à une compréhension juste, même, on va dire, même très fine. Mais ça ne va rien changer dans ma vie. Ouais. Ça ne transformera rien. Je saurai juste ce qu'est l'impermanence. L'autre niveau, c'est le niveau de la réalisation. C'est-à-dire que d'un seul coup, je réalise que tout est impermanent. Mais tout est impermanent. Quand on dit tout, c'est-à-dire dire tous les phénomènes sont impermanents. Donc mon corps change tout le temps, comme on le disait dans la précédente émission, tous les 7 ans, on a changé de corps complètement, et on ne trouverait plus le moindre atome du corps précédent, même s'il a gardé la même forme. Et on va voir que même l'élément le plus dur qu'on connaît, qui est le diamant, si on regarde au niveau de sa structure atomique, elle change sans arrêt. Donc ça se transforme complètement. Donc quand on va commencer à méditer là-dessus, et qu'on réalise que tout est impermanent, c'est-à-dire qu'on réalise que ce que je suis en train de vivre ici et maintenant est impermanent. C'est-à-dire que l'émotion qui est en train de me traverser, elle est impermanente. C'est-à-dire que tout à l'heure, la colère que je suis en train d'éprouver ne sera plus. Surtout si je n'essaie pas de la contrôler. Et donc tout ce qu'on vit, tout ce qu'on expérimente est impermanent. Toutes les colères qu'on a pu vivre par le passé, etc., ne sont plus. Mais la colère peut revenir, mais c'est justement parce que c'est ce que les bouddhistes appellent la saisie du soi, c'est-à-dire grasping, c'est-à-dire on s'attache. Et comme le disait très justement dans un enseignement de Dalai Lama, il disait la méditation sur l'impermanence, c'est l'antidote à l'attachement justement. Et d'où la réponse extrêmement judicieuse de mon vieux maître qui disait médite sur l'impermanence parce que j'avais mal au crâne, et parce qu'en fait je contrôlais trop mes émotions, parce qu'effectivement souvent la migraine c'est un contrôle excessif des émotions. Parce qu'on essaie de refouler, on essaie de les empêcher de s'élever à la conscience. Parce qu'on veut paraître. Donc on se met en bagarre contre soi, il faut que je paraisse. Et donc on s'empêche d'être. Donc on refoule tout ce qui n'est pas en rapport avec l'image qu'on veut donner parce qu'on pense que c'est la meilleure. Et donc il y a cette espèce de bagarre. Et le jour on lâche prise. On lâche prise parce que justement en méditant sur l'impermanence, je réalise que toutes les émotions, au lieu de me bagarrer avec, au lieu d'en avoir peur, je réalise que par nature, elles sont impermanentes. Donc la tristesse, même la joie, même tout ce que je suis en train d'expérimenter, ne va pas durer. Donc je crée un espace libre. C'est-à-dire que l'émotion va simplement s'élever à la conscience, elle va apparaître, et puis elle va disparaître comme elle est venue. Et plus je lâche prise, plus vite elle va passer. Donc j'éprouve de la colère, pop, c'est comme une bulle qui explose à la surface, et qui va s'en aller. Mais si par contre je m'attache, et comment je fais pour m'attacher à une colère? Je lui donne des raisons d'exister. Oui, il a dit ça, il a fait ça, etc. Et donc on va nourrir la colère, on va la faire exister plus que nécessaire. Et on ne se rend pas compte. Donc le fait de méditer justement sur l'impermanence va faire qu'on va justement lâcher prise plus vite justement de cette émotion. Donc c'est extraordinairement puissant. Mais souvent les gens n'ont pas conscience de ça. Ouais. Et ton mal de tête est parti. Voilà. Et ben, le mal de tête, après, j'avais plus mal à la tête non plus, c'est clair, mais c'est évident. Parce qu'effectivement, je voyais que je contrôlais trop mes émotions. Et il y a une histoire avec le Bouddha, qui est en plus une histoire vraie, à l'époque, c'est qu'il y a quelqu'un qui était venu demander des instructions, justement, sur la méditation. Donc le Bouddha lui a donné des instructions, il était médité, et puis
La personne revient, son disciple revient, lui dit, voilà, quand je médite très fort, bah, au bout d'un moment, j'ai très mal à la tête, et puis quand j'essaie de relâcher, bah, je m'endors. Et donc il dit, soit je m'endors, soit je me file un mal de tête. Alors le Bouddha lui dit, quand tu joues d'un instrument à musique, d'un instrument à cordes, il dit, à quel moment tu retires le meilleur son de ton instrument? Au moment où la corde est très tendue ou au contraire quand elle est très relâchée? Ben, il dit ni l'un ni l'autre. C'est quand justement la corde est juste suffisamment tendue et c'est là où je tire le meilleur son. Il dit dans la méditation c'est pareil. C'est ce qu'on appelle l'attitude juste. C'est-à-dire que quand on est juste suffisamment présent, sans être trop tendu, sans être trop relâché, et bien là on est dans ce qu'on appelle l'état méditatif. Donc les choses s'élèvent à la conscience, mais on part pas avec, on reste là. La méditation, c'est un état de présence à soi. Hmm. Donc les choses simplement nous traversent le champ de conscience, et nous on part pas avec. Mais la plupart du temps, on s'identifie à nos pensées et nos émotions, donc on part complètement avec. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'erreurs par rapport à la méditation, parce que je vois les gens qui disent, voilà, ils font de la visualisation, ils font de l'imagerie mentale, ils ferment les yeux ou ils rêvent, etc. Et ils disent, ça y est, je médite. Mais non, ça c'est pas de la méditation. Ça c'est ce que les bouddhistes appellent la méditation des dieux. C'est-à-dire qu'on part dans une imagerie et on croit qu'on médite, mais c'est pas du tout ça. Le but de la méditation, c'est d'éveiller l'attention. C'est ça la fonction de la méditation. On pourra faire un sujet d'ailleurs sur la méditation. Oui, justement, c'est ce que j'étais en train de noter et je vais le noter du coup tout de suite. Méditation. Là, l'impermanence, moi je trouve que c'est super intéressant parce qu'en effet, ça te permet quelque part de te détacher Oui. de ce Dans qui le se passe. sens positif du terme, Oui, dans le justement. sens positif, oui. Souvent, on associe détachement et indifférence, alors que c'est tout le contraire parce que il faut bien comprendre, il faut que les gens comprennent bien. C'est justement moins il y a d'attachement, plus il y a d'attention, et plus il y a d'attention, plus il y a de présence, et plus d'amour, donc forcément. Donc c'est tout le contraire de l'indifférence. C'est justement, j'ai même envie de dire que l'indifférence est une forme d'attachement. Que l'indifférence est une forme d'attachement. Oui. Hmm. Parce que ça nous fait peur, donc on s'attache au fait de refouler ses émotions. Donc c'est ce qu'on appelle un attachement négatif. D'accord. Voilà, parce c'est de la peur en fait. En réalité, on est attaché à sa peur. Donc on bloque tout, et on ressent plus rien, donc on est dans l'indifférence. C'est parce qu'on supporte pas la souffrance. D'accord, c'est ça, oui, oui. Oui, oui, ok, dans l'indifférence, oui. Excuse-moi, j'étais en train de popper dans ma tête, là. Participe à la prochaine question. Voilà. Ah oui, oui, c'était... Donc t'es plus là, quoi. Ah non, non, clairement, là, je suis parti, mais ça a été assez énorme. Pas dans l'esprit méditatif. Non, 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 du tout, du tout. J'étais en train de penser en effet, à toutes les notions Mince, j'oublie complètement mes mots. Oula, il faut que je me recentre, là, c'est terrible, là. Putain, en direct. Allez, ouf. Oui, cette impermanence, hein, est-ce qu'on peut considérer que ça pourrait être une loi de base? Ah mais c'est un principe même fondamental qui régit. Quand on demande mais quelle est la nature des phénomènes, c'est la permanence. C'est-à-dire que rien ne dure, tout change sans arrêt. Tout est en perpétuelle transformation. Il y a rien, absolument rien qui ne dure. C'est pour ça que justement, cette phrase dont là aussi je ne me souviens pas de l'auteur, qui disait la seule chose qui dure, c'est le changement. Ouais. Donc la seule chose qui soit permanente, en réalité, c'est l'impermanence. Mm. Et quand on a ça à la conscience, mais c'est absolument révolutionnaire. Moi, j'invite vraiment les gens à méditer là-dessus et de se dire, à méditer sur l'impermanence, ça fout même le vertige. Parce qu'on se Oui, dit, c'est mais ça. il n'y a rien à quoi je puisse m'attacher. Mais Et c'est... donc, ça mène à réaliser, mais alors, quelle est la réalité, justement? Et c'est là où on réalise justement la véritable nature des phénomènes, et une nature beaucoup plus profonde. C'est comme si d'un seul coup, justement, c'est ce qu'on disait dans la précédente émission, la vague prend conscience qu'elle est l'océan en même temps, donc l'illimité. C'est magique. Ça génère une peur qui peut être énorme, hein, enfin, pour des personnes qui sont pas du tout dans ce domaine-là, Mais oui, mais de justement, prise de si elles mettent conscience. en permanence, elles vont voir que la peur ne dure pas, justement. Ah oui, oui. Mais en fait, moi, je trouve que l'impermanence, c'est une réponse facile à tous les mots, Oui, à condition de la pratiquer. à condition de la pratiquer. Par contre, si tu restes attaché au fait de dire, ouais, mais je veux pas perdre ça, parce que l'impermanence, quelque part, on Oui, perd le moment qui se passe. mais c'est l'idée fausse qu'on a, c'est qu'on va perdre, parce que ça entraîne effectivement à lâcher prise. Mais parce que justement, on est attaché à la forme, et pas au fond. Et donc, c'est ridicule. C'est comme si justement la vague s'attachait à la forme, s'attachait à sa forme ou à la forme des autres.
Et c'est exactement ce qu'on fait dans notre état d'être ordinaire, c'est qu'on s'attache justement à la forme et on oublie le lien. On n'a pas la conscience du lien. C'est-à-dire que la vague, si elle avait conscience qu'elle est l'océan et que, en fait, la vague qu'elle a en face d'elle a la même nature, il n'y a plus de notion de perte. On ne perd plus rien. C'est comme justement dans l'émission précédente, on parlait justement de ce chat que j'ai accompagné dans la mort. C'est au niveau de la forme qu'il y a la perte. Mais sur le fond, justement, quand l'amour est là, il n'y a pas de perte. Ça, ouais. Parce que l'amour, c'est le liant, justement. Et donc, il n'y a pas ce sentiment de perte. Et le sentiment de manque appartient à notre ego. On arrive complètement sur de la dématérialisation, puisque Bah, oui, là, on est complètement dans l'univers spirituel, mais qui est confirmé par la physique quantique. Et c'est ça qui est passionnant, parce qu'on voit que, justement, tout est lié. Que, en réalité, la notion de perte, en réalité, n'a pas de sens. C'est vraiment une idée fausse, parce que, encore une fois, on est au niveau de la forme. hmm, Donc, quand on n'est plus au niveau de la forme, bien sûr, il y a la souffrance qui va se manifester en surface et qu'il faut accepter que c'est normal, mais sur le fond, très vite, on reconstruit on établit le lien. Et j'ai envie de dire, comme on dit parfois dans le langage populaire, par exemple, Gaspard, mon chat qui est décédé, il est toujours là dans mon cœur. Mais c'est pas seulement une vue de l'esprit, c'est que comme il y a le lien, il n'y a pas de notion de perte. Voilà. Et quand on voit, par exemple, dans les relations, pour revenir à l'exemple des relations, ouais. quand on a plus cultivé le lien que l'attachement, mais il y a un rapport qui est très fort entre les êtres. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est, comment il s'appelle, Anthony de Mello, Quand la conscience s'éveille, il le dit. Il disait souvent, par exemple, vous dites à une personne que vous ne l'aimez plus. Mais en réalité, si vous sondez votre esprit, vous allez voir, c'est parce que vous êtes déçu. Ouais, c'est ça, ouais. Hmm, Donc que c'était pas de l'amour. Parce que l'amour, c'est le lien. Donc s'il y a un lien, s'il y a un réel lien, il ne peut pas disparaître. C'est absurde. C'est que juste au niveau de la forme, il y a peut-être des ajustements à faire, des transformations à opérer, mais il n'y a pas de... ce lien, il est là, il est présent tout le temps. C'est juste qu'on n'en a pas Alors, conscience. justement, sur ce lien d'amour, est-ce qu'il peut pas être lui permanent? Ou est-ce qu'on a aussi cette notion d'impermanence? La grande question, justement. Mais c'est ça, justement, c'est la nature. C'est la nature des phénomènes. C'est que quand on réalise, une fois qu'on a, j'ai envie de dire, épluché l'oignon, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'oignon, on va dire, mais il y a un vide. Mais, et là, tous les physiciens le disent, le vide est plein. Ouais, le vide est plein, Et ouais. ça rejoint exactement ce que disent les bouddhistes quand ils parlent, la forme est vide et le vide est forme. Et en fait, tout se crée à partir du vide. Hmm. Et ça, et quelle est la nature du vide? L'amour, la compassion et la sagesse aussi. Puisqu'il y a une intelligence inhérente à la nature. Donc on révèle, on réalise notre nature. Là, on va loin hein, dans Ah cette oui, oui, émission. non, non, mais j'adore ça, moi, j'adore ça. Mais si les gens réalisent ça, ça change tout. Donc il y a pas de notion de perte, encore une fois. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que les gens ont tout intérêt à cultiver le lien plus que l'attachement. Parce que c'est dans l'attachement qu'est la souffrance. Et c'est pour ça que on voit justement des gens qui se séparent parce qu'ils sont déçus. Ils disent je ne l'aime plus. J'ai entendu, même on me l'a dit aussi, je t'aime plus. Ça me fait penser à un gamin qui dit je t'aime plus Ouais, c'est ça, un cours d'école, là. voilà, parce que je ne suis pas satisfait. Je n'ai pas obtenu satisfaction, c'est-à-dire mon ego n'a pas obtenu satisfaction. Et donc on dit voilà, je ne t'aime plus. Mais bah, tant mieux parce que c'est pas de l'amour ça. Ouais, c'est ça. Donc je On préfère est- que personne arrête de m'aimer comme ça parce que c'est ça c'est pas de l'amour. Euh, dans la vie de tous les jours, comment est-ce qu'on peut faire par rapport justement à l'impermanence? Parce Mais que c'est ça. on est quand même c'est ça. vachement dans un monde matériel, et puis Oui. voilà, avec de l'attachement, etc. Comment est-ce que peut-être pas du jour au lendemain non plus, il faut quand même pas, non, peut-être pas abuser, mais comment est-ce qu'on peut faire les premiers pas pour aller dans le sens de dire, ok, toutes les choses sont impermanentes, et puis là, mentalement, je me prépare au fait que tout est impermanent. Mais justement, c'est comme comment dire, c'est comme si tu me disais est-ce qu'il est mieux de vivre dans la réalité ou dans le mensonge? Parce qu'il y a une forme de mensonge quelque part. On se ment à soi-même. Et parce que, justement, c'est dans la réalité qu'on peut vivre.
On ne peut pas vivre dans les concepts, dans des idées, dans des vues fausses. Et justement, nous, on est dans une vue fausse. Mm. C'est-à-dire qu'on vit avec l'idée que les choses sont permanentes, ont une réalité solide. Qui est une réalité solide? C'est comme si on se disait, je m'attache à cette personne, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, parce qu'on vit avec l'idée que cette personne va durer toujours. Ben, il va mourir un jour. Ouais. Et il peut lui arriver un accident, elle peut justement être déçue et nous quitter. Je t'aime plus. Donc dire je t'aime plus, donc je te quitte. Donc on vit avec l'idée que ça va être permanent. Alors que rien ne dure. Alors si au contraire on est conscient, c'est comme si, comment dire, c'est comme si on disait à quelqu'un, voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'elle sait ce qui va se passer, donc elle peut s'y préparer. Quand on a conscience justement que tout est impermanent, c'est-à-dire que mon métier, je peux le perdre du jour au lendemain, ça peut changer. Au moins je me prépare. Donc il y a nettement moins de stress puisqu'on sait que de toute façon ça ne dure pas. Donc, si demain je risque de perdre mon boulot, je peux préparer le terrain d'une autre situation. Alors, Ça offre des perspectives, mais absolument immenses. mais C'est tout. pour ça, il faut quand même avoir commencé à prendre conscience de cette notion d'impermanence. Parce que je reprends sur sur la perte du travail, là. D'accord. On peut tous perdre notre travail du jour au lendemain. Moi, je l'ai perdu. Pop. Et puis, on avance dans un chemin. C'est une opportunité pour autre chose. Oui. Mais c'est pas évident tout de suite de se dire, ok, je peux perdre mon travail, c'est pas plus grave que ça. Une personne là, qui est pas habituée à ce genre de choses-là, c'est quoi le premier pas qu'il pourrait faire ça serait quoi de se dire, rien n'est acquis? Bah oui, exactement. Mais imaginons, bon, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, hein. Là, je fais et je dis à ceux qui les écoutent de faire attention à ce que je dis parce que c'est juste pour essayer de faire comprendre, c'est juste pour la compréhension. Mais imaginons justement qu'on éduque nos enfants et on leur dit, bon, tu arrives, mais tu as un espace, tu vas repartir, c'est-à-dire tu vas mourir. C'est-à-dire que si on prépare l'enfant à la mort, il va se dire, bon, bah, à ce moment-là, comme justement j'ai un temps relativement court entre ma naissance et ma mort, bah, j'ai bénéficié au maximum de mon existence. Donc il va être tout entier dans ce qu'il va vivre, D'accord. puisqu'il sait qu'il est que de passage. Si on avait cette notion tout de suite, justement, on serait beaucoup plus attentif et on ferait très attention à ce qu'on plante comme graines aussi, d'ailleurs, Ouais. par exemple, justement. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, par exemple, si on sait que justement, on dit à une personne, moi je vois, parce qu'aujourd'hui, on sait que, par exemple, les marchés sont très volatiles, que tout change sans arrêt, etc. Mais on est en train de changer notre vision du travail, de l'argent, Ouais. etc. Je trouve ça très positif, parce qu'on est en train de chercher à se coller à quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus en rapport avec la réalité. Et il y a ce mouvement d'accélération justement du changement aujourd'hui. On n'y échappe pas. Donc si on est au fait de ce changement, on est sans arrêt en train de s'adapter. Alors que justement la plupart des gens ne s'adaptent pas parce qu'ils croient que tout va changer. Mm. Voilà, ça y est, j'ai rencontré la bonne personne, ça va durer toujours. Et elle se barre, Mm. on se dit, bah zut, je croyais faire carrière dans mon couple, et c'est raté. Donc voilà, et tout peut nous arriver, tout peut changer. On ne sait pas, même au niveau de la loi du karma, ça c'est une loi qu'on n'a pas parlé, mais de tout ce qu'on a planté, on ne sait pas trop ce qu'on va récolter un jour. Donc on peut avoir de sacrées surprises. Ouais, ça on va le mettre de côté. Je vais mettre la tête dans le sable là, pour le moment par rapport à ça. Voilà. Oui, mais en même temps, c'est important parce que ça nous permet justement, comme on dit, la meilleure façon de gérer un stress, c'est de l'anticiper. C'est de se dire, moi je vois quand je faisais les préparations aux examens, j'aidais les gens à anticiper les problèmes qui risquaient Ouais. d'arriver pour pouvoir s'y préparer justement. Comme ça, il y a moins de stress. Si Mm. on sait que les choses sont impermanentes, qu'elles vont pas durer, alors ça peut avoir l'effet inverse pendant un moment parce que les gens, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris l'impermanence, se dire, puisque c'est impermanent, alors je m'en fous. Mais non, Voilà, en c'est fait, ça. C'est ça le non. risque. Il y a une autre loi qui vient là-dessus, c'est la loi de cause et d'effet. Et oui, à laquelle on n'échappe pas. C'est-à-dire que tout ce que l'on crée a des conséquences. Donc, voilà. Si par exemple je me montrais très agressif dans cette émission, je me dirais, celui-là, ça me donne pas envie d'aller chez lui, je vais pas m'inscrire dans ses cours parce qu'il n'a pas l'air très très zen, il parle de développement personnel. Donc l'effet que je vais récolter ne va pas être très positif. Ouais. Donc là, je suis conscient de la loi de cause et d'effet. Donc, et c'est pareil, et si je suis tout le temps en colère, ça va avoir un effet au niveau de mon organisme, donc je vais gréver ma santé. Et il y a un moment, ben, la loi de cause et d'effet, c'est que, effectivement, les vibrations qu'émettent la colère vont perturber, justement, mon système endocrinien, mon foie, etc. Et, Donc ça va entraîner des perturbations au niveau de mon organisme,
Donc, il y a un moment, c'est pour ça que je veux dire, si on nourrit sa colère, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on fait aussi, c'est-à-dire devenir responsable de ça et de se dire, bon, je vais faire peut-être une démarche pour me libérer de ma colère. Et ça, c'est très important. Donc, et là, c'est très intéressant. Juste une petite parenthèse, c'est qu'on a vu, et ça, c'était même sorti dès les années 90, je crois, à l'IRM, on a pu voir que plus une personne se mettait en colère, plus elle activait les zones liées à la colère, et donc plus elle créait de colère, plus elle avait de facilité à se mettre en colère. Donc en fait, et ça c'est très important de le savoir, donc se dire, la colère engendre la colère, c'est-à-dire en nourrissant la colère, je fais encore plus exister la colère, et je m'en débarrasse pas. Donc se mettre en colère pour se débarrasser de la colère, parce que souvent les gens ils sont en colère d'être en colère après eux, donc on s'en sort jamais quoi. Donc le remède c'est justement l'amour et la compassion, parce que on va pas mettre justement de l'essence sur du feu. Ouais, ça aide pas. Impermanence, hein, donc, rien n'est permanent. Quoi que vous fassiez, rien n'est permanent. Oui. Donc, Et la loi de cause et d'effet qui va dessus pour c'est se ça. dire, parce que si je... Pour limiter les dégâts quand même. Hein, parce que moi, si demain on me dit rien n'est permanent, comme ça, là, brut de fonderie, bah, je vais pouvoir faire des conneries. De toute façon, rien n'est permanent. Oui, D'accord. oui, Mais en mais il y a effet, c'est là où tu rajoutes la loi de la cause à effet. ah oui, puisque tout a une conséquence. Ah oui. Et ça, on peut justement, et tout ça c'est lié, ce qu'on appelle l'interdépendance, la loi de Ouais. l'interdépendance, puisque tout est interdépendant, dire que la preuve c'est qu'on s'influence mutuellement. Par exemple, si je vis longtemps avec des gens joyeux, au bout d'un moment, je vais devenir joyeux aussi, parce que ça va imprégner mon esprit, ça va, même le plus triste au monde, passe 1 an, 2 ans avec des gens joyeux, au bout d'un moment, il est contaminé, Ouais, positivement d'ailleurs. oui, positivement. Et l'inverse est vrai, C'est d'ailleurs. l'épigénétique. Hein. Oui, oui. Et l'inverse est vrai d'ailleurs. Ouais. Oui, oui, mais de toute façon, on le voit. Hein, en fonction de la relation que tu passes d'un côté ou de Ouais. l'autre. Hein. Il faut être très très maître de soi pour rester tranquille au milieu d'un paquet de déprimés. Parce que c'est pour ça que je trouve ça extraordinaire, c'est qu'on met tous les dépressifs dans une même pièce. Et je me dis, mais c'est stupide parce que comment, encore une fois, en nourrissant ça, et en plus en s'abrutissant de médicaments, avoir des gens déprimés autour de soi, ça va pas nous aider à être... Je pense qu'au contraire, il faudrait sortir les gens de ce contexte. C'est un peu comme... bon, ça a été certainement vrai dans d'autres pays aussi, c'est qu'on a mis tous les gens pauvres dans des espèces Les ghettos, de... oui. Voilà, des ghettos, où nous, on a des... Par exemple, à Strasbourg, on avait ce qu'on appelle une cité nucléaire. Ils mettaient tous les immigrés là-dedans, tous Une les gens cité pauvres. nucléaire. On appelle ça la cité nucléaire. Oh, j'adore le terme. Là. Ouais. Et là, mais tu as des immeubles immenses. Mais c'est des gens, justement, qui sont dans un niveau vibratoire ensemble. Ils ne peuvent pas s'en sortir parce qu'ils se nourrissent entre eux, justement, de cette énergie négative. Donc, et il suffit justement, et je pense que ce qui serait très intelligent si les hommes politiques nous entendaient, c'est au contraire de disséminer tous ces gens partout et de se retrouver justement dans des immeubles où les gens vont relativement bien. Et là, on va voir que le niveau vibratoire de ces mêmes personnes va changer. Donc, on aurait tout intérêt à faire ça. Et c'est Alors, justement la thérapie d'un type déprimé, c'est de l'envoyer chez des gens joyeux. ouais. Alors ça, justement, c'est là où c'est intéressant parce qu'on le voit en France, là, avec Neuilly, machin, etc., là où ils vont construire des... c'est quoi? C'est une espèce de blocs hein, où ils vont mettre des personnes qui ont été immigrées ou qui sont réfugiées face au 16e. Et là, on voit comment est-ce qu'il y a du rejet par rapport à ça en disant non, mais tu rigoles ou quoi là? Donc là, quand on reprend ton exemple de dire ok, on va mettre un déprimé sur des gens qui sont super optimistes, il y a un Oui, moment, on passe par une phase de rejet. en plus grand nombre. Mais non, justement, parce que justement, si encore une fois je prends l'exemple, ça nous est tous arrivé d'ailleurs de faire venir un copain à une fête parce qu'il est complètement déprimé, parce que sa Oui, copine est quittée ou je sais pas quoi, et ça lui fait un bien fou, il va rigoler un bon coup avec nous, pendant un moment il va oublier sa souffrance, il va se détacher, et donc d'un seul coup il va se reconnecter, il va aller mieux, ça va lui faire du bien. Là, il faut imaginer que c'est la même chose, hein. C'est la même chose, mais il faut pas mettre 50 déprimés ou 50 violents avec des gens qui vont bien. Il faut en mettre un pour que ouais, ça. justement ça se dilue, il perd l'effet de masse. Hmm. Et donc ça va se diluer et lui-même va se dire bah, finalement, voilà, ça, et peut-être que pendant un moment il va être agressif, mais après,
Ouais, au bout d'un certain temps, il va changer son attitude, ouais, c'est sûr. Complètement. Moi, j'en suis plus que convaincu, puisque moi-même, j'anime des stages, et je vois que les gens, au début, ils viennent, ils sont un peu, on sent, il y en a qui sont un peu sur la défensive, puis on voit, au bout de quelques jours, hop, ça se dilue, ça se détend, parce qu'on crée une atmosphère qui Mm. fait que les gens, d'un seul coup, se sentent mieux. Et puis ils disent, ah, mais c'est merveilleux, on peut vivre ça. Et moi, je leur propose même d'ailleurs de ne pas parler pendant le stage, et c'est extraordinaire parce qu'ils ne nourrissent pas justement. Ils n'existent pas à partir ils sont plus dans le paraître. Et plein de gens m'ont dit, c'est dans mes stages que les gens à la fin ils disent, je n'ai jamais autant communiqué avec les gens qu'en restant en silence. Quand tu dis ne pas parler, c'est quoi, ne pas se présenter? Ah non, les gens se présentent pas, ils savent même pas comment ils s'appellent. D'accord, c'est ça. Bon, alors, au bout d'un moment, bon, ils savent que un tel s'appelle Sylvie, mais ce qui est magique, et qu'à aller voir sur mon blog, hein, les gens témoignent, et là j'ai même créé un groupe Facebook pour parler des stages, et les gens communiquent, et ils disent tout ce qu'ils ont ressenti, ils disent, mais ça m'a permis de me connecter, et là on parlait du lien, À ce tout à son l'heure, intérieur. Ouais. trouver ce lien et de créer ce lien. Et il y a une unité, c'est extraordinaire dans ces groupes qui se créent, où les gens se voient à quel point ils sont tous liés les uns aux autres, et ils s'en rendaient pas compte. Donc ils redécouvrent, et c'est ça qui est extraordinaire. Mm. Et donc moi je pense qu'il faudrait qu'il y en ait plus de choses comme ça qui se fassent, pour que les gens justement réalisent et se dire, mais j'ai pas besoin de souffrir, je peux justement simplement me reconnectant avec ce que je suis fondamentalement, en fait la souffrance disparaît. Mm. Donc voilà. Beau sujet. Les autres lois qu'on peut avoir, là, l'attraction, l'abondance Ouais. Et la vacuité des et la bouddhistes. Alors, vacuité, ouais. continuer sur la vacuité parce que c'est. Alors, en fait, la vacuité, Ou on va alors, voir. la vacuité, c'est quoi? Ouais, parce que c'est très lié, hein, interdépendance et impermanence. C'est assez simple. En réalité, ça rejoint encore ce que dit la physique quantique, qui dit que tout est lié. Et on parle de l'interdépendance d'ailleurs entre les Mm. phénomènes. Par exemple, moi, l'exemple que je prends le plus souvent, c'est un nuage. On peut se dire, tiens, il y a un nuage. On pourrait se dire que le nuage, il a une réalité solide, immuable, et qu'il existe par lui-même. Ce qui est faux, c'est pas sa véritable nature. C'est-à-dire que quand on examine de plus près, on va voir que ce nuage doit son existence à la conjonction d'un grand nombre de causes et de conditions justement qui Mm. se sont réunies pour créer le phénomène qu'on appelle nuage. En fait, le nuage est simplement un concept, Mm. c'est pas une réalité. Le concept, en fait, cache une réalité mouvante, changeante sans cesse, mais qui n'a pas d'identité propre en réalité, puisque dès que les conditions vont changer, le nuage va disparaître. C'est-à-dire que le nuage va changer à la faveur du changement de ses causes et de ses conditions. C'est ça la vacuité, en fait. C'est qu'on peut prendre conscience, justement, que tous les phénomènes, en fait, ont justement cette nature libre d'existence propre. C'est-à-dire que on va aller très loin même. La notion du moi dit moi, mais les bouddhistes disent ça fait 2500 ans qu'on cherche un ego, on l'a toujours pas trouvé. Parce que on va voir que c'est un concept, la notion d'un moi, et que c'est le résultat d'un grand nombre justement de causes et de conditions qui ont fait que on a cette perception, cette idée fausse d'un moi existant. Et là, on rejoint justement le fameux lien, c'est-à-dire notre véritable nature. Mais qui sommes-nous? Et la grande question se pose, que suis-je? On a envie de dire qui suis-je, mais en réalité, que suis-je? C'est la découverte de notre véritable identité, comme une vague qui prend conscience qu'elle est l'océan en même temps. Elle a pris une forme, certes, à laquelle elle peut s'identifier pendant un moment, et si on arrive à prendre conscience de ça, justement, la mort nous paraît tout à fait différente. Et là, c'est pas un conte philosophique que je suis en train de raconter. C'est pas de la philosophie, c'est que on peut réaliser ça. Parce qu'on sent à un moment intuitivement qu'il y a quelque chose de cet ordre qui fait que, comme le nuage, lui, n'a pas d'existence propre, mais sa nature impermanente, interdépendante, Mm. et donc vide d'existence propre, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'identité propre. Mais le nuage, en fait, il n'y a rien qui disparaît. Cette notion de perte, ça rejoint ce que disait Lavoisier. Mm. Tout se crée, rien ne se perd, tout se crée, tout se On se transforme. transforme, ouais. Mm. Donc, et ça, c'est pareil. C'est-à-dire que dès qu'on réalise notre véritable nature, ce que nous sommes fondamentalement, et que justement tout est impermanent, tout est interdépendant, et donc tout est libre d'existence propre. C'est ça, en fait, la vacuité. C'est que les choses n'ont pas d'existence en soi immuable, solide. Et c'est pour ça que tous les maîtres disent cherchez ce qui existe au-delà de ce qui est impermanent. Une fois que vous avez pris conscience de ce qui est impermanent, qu'est-ce qui reste? Mm. La véritable nature.
Et ça, mais bon, Ouais, voilà. reste la mer. Voilà. Ça me laisse sans voix. Oui, c'est ce que je vois. Là, donc la voie acuité, on vient de le voir là, ça me laisse sans voix. Euh, Ben, une fois qu'on a réalisé ça, on se rend compte que c'est extraordinaire. On a révélé la véritable nature. C'est-à-dire, je révèle ma véritable nature. C'est-à-dire qu'au lieu de s'attacher à ce moi qui souffre tout le temps, je suis libre, je suis un espace libre en réalité. Et en plus, non seulement je suis un espace libre, mais je suis un champ de possibilités. C'est-à-dire qu'à travers moi, de nombreuses choses peuvent se manifester et s'exprimer si justement j'arrête de les freiner. Et il y a cette notion, justement, parce qu'on est sans arrêt en train de... Comment on s'attache à cette notion du moi? Le jour où on meurt, mais c'est épouvantable, parce que comment on est attaché à cette notion du moi? On se dit, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Mais qui ne veut pas mourir? ouais. C'est ça qui est fantastique. C'est qu'on n'a pas conscience de notre véritable identité. Parce qu'en réalité, on va réaliser qu'on ne meurt pas, puisque nous sommes la nature. Nous sommes la vie, nous sommes justement ce qui ne meurt pas. Justement, là, je vais rebondir sur ça, sur on ne meurt pas, et puis je suis assez dans cette philosophie, la notion de karma, la loi karmique, Ouais. fait qu'en effet, puisque tu ne meurs pas, comment on peut appeler ça? Tu fais des sauts de puce dans des dimensions. où- C'est une succession d'états de conscience. Donc, comme on dit, au moment de la mort, qui en réalité est une transformation, en tout cas pour les bouddhistes, mais encore une fois, comme moi, j'ai toujours voulu rester neutre de toute orientation, je ne voulais pas justement que ça soit une croyance. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que la physique quantique, aujourd'hui, encore une fois, valide ce qu'enseigne le bouddhisme. Donc, on peut dire que d'une certaine manière, le bouddhisme est l'enseignement le plus proche finalement de la réalité et de la réalité scientifique aujourd'hui, Mm. puisqu'elle est validée justement par la physique quantique. Et donc ça, c'est très intéressant. Et donc, justement, le karma est confirmé aussi, puisque tout est une continuité. C'est-à-dire qu'au moment, c'est pour ça c'est quand on pose la question à un bouddhiste, qu'est-ce qui reste au moment de la mort? Ben, il va répondre le karma. C'est-à-dire que on va reprendre notre histoire là où on l'a laissée. C'est-à-dire on va mourir et on va reprendre. C'est juste une pause, hein, c'est comme un sommeil, on s'endort, C'est une puis sauvegarde. et puis quand on se réveille, bah, on reprend notre histoire là où on l'a laissée. On a fait juste une petite pause, quoi. On a bien récupéré, mais justement, on a bien récupéré, on a suffisamment plein d'énergie pour assumer justement ce qu'on a semé. Voilà. Donc là, on va justement épurer. Parce que comme on veut plus souffrir, eh bien, on va se rendre compte que justement, il faut, entre guillemets, nettoyer toutes ces mémoires qui font qu'on continue à faire exister tel ou tel phénomène. Parce qu'on ne se rend pas compte, justement, c'est que dans notre inconscience, on continue à faire exister les choses. Donc si aujourd'hui, justement, et ça rejoint ce qu'on appelle le décodage biologique, qui parle des mémoires transgénérationnelles aussi, qu'on transmet, etc., qu'on fait exister. Les bouddhistes, en fait, disent des choses un peu différemment, mais sur le fond, c'est la même chose. C'est tout simplement qu'on continue à faire exister des phénomènes. C'est-à-dire, c'est comme le nuage, en fait, qui est un ensemble de causes et de conditions. C'est-à-dire qu'on a créé un grand nombre de causes et de conditions qu'on a cristallisées au sein de notre esprit. On fait un nœud, en fait. On a créé un nœud, on a fait une boule d'énergie qu'on fait exister. Et donc, mais il suffit justement, on relâche, on prend conscience de ça, et on arrête de le faire exister. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà. C'est-à-dire c'est pour ça qu'on dit que se libérer de l'ego, on parle de dissolution de l'ego. C'est-à-dire qu'on dissout, justement, ce que l'on croit être la réalité. Parce qu'en fait, c'est juste notre attachement qui le fait exister. Je prends un exemple très concret. Je reprends l'exemple de la colère de tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi la colère, elle dure? Et dans tous les sens, d'ailleurs, elle peut devenir dure, cette colère. Parce que je deviens dur. Et en fait, j'examine toutes les raisons que j'ai d'être en colère. Il a fait ça, il fait ça. C'est-à-dire qu'on est très attaché, on a des attentes, on aurait souhaité que l'autre se conduise de telle ou telle manière. Et comme il ne s'est pas conduit de telle ou telle manière, ben justement, on va être plein de colère. Ouais. On est frustré, on n'est pas satisfait, etc. Et donc, on devient une boule d'énergie. D'ailleurs, on dit on est une boule de nerfs. On devient une boule de nerfs. Et on se trouve toutes les raisons d'être en colère. Et donc, on fait exister la colère. Et donc, la colère, elle dure. Le jour, on a parlé du pardon, justement, tout bête, comme Ouais, tout est justement, libre. ouais. On pardonne, donc on renonce à sa colère. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène de détente et de paix qui apparaît. Et on se sent bien, on se sent en paix. Et la colère disparaît. C'est ce qu'on appelle une dissolution. En fait, la colère se dissout. On cesse de la faire exister. Et c'est simple, en fait, mais il faut avoir conscience. Il faut avoir conscience de comment je fais exister cette colère. Mm. Mais encore une fois, souvent on est attaché parce que
on vit, alors là on va aller encore aussi un petit peu plus loin, on vit avec cette vision dualiste, l'autre, moi. Mm. Et on se dit que l'autre est la cause de mon, et ça on en a déjà parlé, mais Ouais. l'autre est la cause de mon bonheur et de ma souffrance. C'est parce qu'il m'a lancé un monde malheureux, il m'a blessé, que je lui attribue justement les causes de ma souffrance. Mais en fait, les vraies causes de ma souffrance, elles viennent de mon esprit. C'est parce que, comme je le disais l'autre fois, ce vieux maître qui disait à son disciple, mais qui venait le voir en lui disant, ouais, il m'a mis en colère, mais non, il t'a pas mis en colère. Il a réveillé la colère qui était C'est en ça. toi. La colère était déjà là. Mais en fait, c'est la colère qui nous fait souffrir. C'est pas l'extérieur, c'est ce que ça réveille. Quand une personne nous blesse, justement, elle nous fait de la, comment dire, elle m'a fait de la peine. Mais en fait, elle a réveillé, elle a révélé justement une souffrance qui était là. Et nous, on en devient juste conscient. Mais on lui attribue justement. C'est encore une fois l'histoire du bourreau de la victime. Le bourreau ne peut pas Ouais. exister s'il n'y a pas de Il n'y a pas victime. de doute. Donc voilà. Donc si une personne qui est en paix, on lui balance une insulte, il va sourire. On va se dire, au contraire, j'ai même envie de dire, il va avoir la compassion Mm. pour C'est ce la qu'on avait personne. discuté lors de justement de la relation du pardon, hein. Donc tu vois, c'est intéressant parce que tout se lie Mm. maintenant. Et plus on a conscience de ça, plus on peut arriver à s'en détacher. C'est un sacré cheminement quand même parce que, en effet, on est quand même dans un monde très matérialiste où on a des règles depuis tout petit sur fais ci, fais ça, c'est comme ça qu'on se comporte, etc. Et ce qu'on amène avec ces lois qui sont vieilles comme le monde, c'est un détachement, dans le bon sens du terme, c'est une Et j'ai envie de dire libération. un principe de réalité parce que souvent on a l'impression que la spiritualité c'est quelque chose de complètement désincarné, alors que c'est quelque chose de très concret. C'est réellement très concret. Et moi, c'est ce qui m'avait surpris quand j'ai rencontré tous ces grands maîtres que j'ai fréquentés. C'était des gens extraordinairement concrets, justement. Il n'y a pas cette espèce de c'est d'ailleurs ce gars Rinpoché, quand il enseignait la méditation, il disait, ou en Occident, dès que vous abordez la méditation, c'est on a les mains sur les genoux, les doigts comme ça, puis je sais pas, on attend quelque chose du ciel. Alors que justement, les bouddhistes, eux, ils sont vraiment là, ils se tapent souvent les genoux d'ailleurs, pour montrer que c'est ça, on est dans la réalité, C'est c'est ça. vraiment revenir ici et maintenant. Et quand les gens sont pas là, ils sont pas là, justement, ils sont dans leur concept et ils passent à côté de leur vie. Ouais. C'est ça, hein, qui est très très important de soulever, hein, cette notion que, en effet, toutes ces lois où on pourrait se détacher, on pourrait passer dans un monde complètement spirituel complètement détaché de toute réalité. Mais en fait, non. Mais Il non, faut se ramener à la réalité on qu'on vit revient actuellement. dans la réalité parce que justement, on sort du rêve. On est en train de sortir du rêve qu'on est en train de créer tous les jours. Il y a un rêve qui est rarement heureux. Mm. Donc du coup, voilà, parce que même un rêve heureux, j'ai envie de dire, il sera impermanent. C'est ça, à un moment ou à un autre, il se termine. Ouais. Bien sûr, parce que voilà, c'est la fameuse histoire de lune de miel, par exemple. Ah, c'est merveilleux, on s'aime, etc. Puis après, comme on dit, la relation, elle commence justement quand s'arrête la lune de miel. Et c'est là que tout est à construire et qui, ensemble, c'est là où on voit justement s'il y a de l'amour. S'il y a vraiment de l'amour, je fais encore une petite parenthèse que je complète, mais que s'il y a vraiment de l'amour, on va se dire, ensemble, puisqu'on est co-créateur de cette Mm. relation, ensemble, on va affronter les difficultés qui sont inhérentes à la relation et on va la faire s'élever vers plus de maturité, plus d'amour. Et c'est là où justement l'amour apparaît. Mm. Encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quand quelqu'un dit je t'aime plus, c'est juste parce qu'il est déçu, et justement, on avait compris ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est justement, c'est de créer ensemble, et cet amour, c'est ce liant, parce qu'on a conscience, et c'est qu'ensemble, on va construire. Donc on peut dire qu'on va donner forme à notre amour. Voilà. Mm. Ouais, c'est ça. D'autant plus s'il est inconditionnel, c'est ça qui permet d'avoir vraiment ce lien, quoi. Et bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui se disent, hein, Ah oui. dans cette émission-là. On se rend compte. J'adore cette émission-là. Bon, allez, attraction, abondance, abondance, attraction. Nos comportements, en fonction de comment est-ce qu'on met tout ça en place, Mais amènent... alors, d'abord, ça rejoint. Alors, il va falloir démystifier un peu tout ça, parce que Ouais, parce qu'on parle beaucoup de ça, on hein. a compris l'impermanence, l'interdépendance, la vacuité. On se rend compte que forcément, il y a une loi d'attraction derrière tout ça. C'est évident qu'on attire, mais on attire parce que justement, on est quelqu'un qui justement est très agressif. Il va attirer les choses qui sont en rapport avec son agressivité.
il va provoquer les autres, il va être dans la colère, etc. Donc il va forcément rencontrer des gens, comme on dit, qui s'assemblent, se ressemblent. Donc il y a une réalité qui est là, qui est une évidence. Mais il faut être honnête aujourd'hui, on l'a simplement détourné parce que c'est une affaire commerciale. Ouais. Bien sûr qu'on peut attirer de l'argent, bien sûr que... Mais je veux dire, c'est pas ça le problème. C'est qu'est-ce que je veux dans la vie? Sur le fond, on veut d'abord être heureux. Je pense que ça, il faut pas l'oublier, parce que les gens sont dans une espèce de quête comme ça. Moi, je trouve sincèrement dommage. On a tous vu Le Secret. Mm. Euh, pour ne pas nommer, je pense à Jack Confield qui dit, voilà, j'ai une maison à 5 millions de dollars. Mais est-ce que tout le monde va s'offrir une maison à 5 millions de dollars? Je veux dire, c'est absurde, ça n'a pas de sens. C'est ça le bonheur, c'est avoir une maison à 5 millions de dollars. Si Mm. c'était le cas, tous les gens qui ont une maison à 5 millions de dollars devaient être heureux. Ça permet juste de faire du skateboard dans sa maison, quoi, c'est tout. Et, J'adore l'image. J'imagine bien. oui, donc c'est un peu ridicule tout ça. Il faut revenir à un peu plus de maturité. On n'a pas besoin d'une maison de 5 millions de dollars pour être heureux. C'est pas ça le truc. On peut vivre. Moi, j'avoue que je cours pas après le luxe et je m'en fous complètement. Je suis dans une petite maison qui doit faire au maximum 140 mètres carrés et ça me suffit très largement. Je vis à flanc de colline. Je fais quelques pas. Je suis dans la forêt. Voilà, j'ai un rythme de vie qui est très posé. Et c'est vraiment du bonheur. Donc moi, je veux être heureux et je suis parfaitement heureux. Et une fois qu'on a un bonheur, c'est justement ça réduit les besoins. Donc, alors si on veut absolument avoir une maison à 5 millions de dollars, alors allons-y, on va se concentrer, on va faire tout ce qu'il faut. Ça finira bien par nous arriver si c'est ce qu'on veut. C'est ça, la notion de loi d'attraction et de loi d'abondance a été vachement détournée sur l'aspect sociétal, hein, et puis financier, de dire, voilà, tu vas avoir du pognon, la loi de l'abondance, c'est parfait pour toi. Alors, on va quand même préciser une chose, c'est que c'est ceux qui vendent la loi de l'attraction qui sont souvent le plus riches. Oui, c'est ça, oui. Ça. Mais bien sûr, mais parce que l'argent, c'est comme le sexe, c'est très vendeur, ça attire les gens. Et donc là, c'est un super concept. Donc on va se dire, voilà, on va vendre un concept qui va beaucoup vendre et qui va faire que... Et je trouve ça dommage. Alors bien sûr, on peut vivre dans l'abondance. Moi, je pense qu'il faudrait parler plutôt, on en a parlé, de sérénité financière. C'est ça, c'est justement ce que j'allais dire là. Toi, tu utilises un très beau mot que j'adore, là, c'est sérénité. Mais oui, parce que quand on a ce qu'il faut et on a l'essentiel, à moins qu'encore une fois que ça ait sens, c'est-à-dire que j'ai des projets. Par exemple, si je veux, moi, demain, créer un grand centre où je peux accueillir les gens pour organiser des stages et tout ça, donc il va me falloir gagner beaucoup d'argent. Donc à ce moment-là, effectivement, je peux faire fonctionner la loi de l'attraction parce que je vais avoir besoin justement de suffisamment d'argent pour arriver à avoir ce centre. C'est tout. J'ai pas besoin de. Alors, on peut devenir millionnaire, on peut devenir milliardaire, on peut avoir. Voilà, Mais encore une fois, je le répète, moi, j'ai croisé ma route avec beaucoup de millionnaires, justement, et l'argent n'a pas la fonction de rendre heureux. Hmm. Sinon, tous les gens riches seraient heureux. Et je vois que justement, C'est pas le ils cas. passent leur temps. Moi, j'ai un ami comme ça, il est multimillionnaire, mais il bosse, il arrête pas de bosser, il n'a pas une minute à lui, il fait que ça parce que voilà, faut engranger de l'argent, faut maintenir son train de vie, parce que faut pas oublier aussi, c'est qu'une fois qu'on est très riche, il faut faut payer les maisons qu'on a achetées, il faut les entretenir, donc etc. Donc on est obligé de maintenir son train de vie tout le temps. Donc il faut toujours être à l'affût de nouveaux concepts pour développer et gagner de l'argent. Et ça nous pousse à faire des choses des fois que justement, c'est là où je me dis où la notion d'altruisme, je me demande où est-ce qu'il passe. Donc voilà, je crois que ce qui compte le plus, c'est vraiment d'arriver à cette sérénité financière, de faire en sorte que l'argent ne soit plus la question. Hmm. Et que, voilà, et on peut, si on a réellement besoin, voilà, mais c'est très bien par contre. Moi, je gagne très bien ma vie, j'ai pas à me plaindre. Et ce qui est bien, c'est que ça me permet justement de financer pas mal de projets humanitaires, et ce que je pouvais pas faire avant. Donc pour moi, ça a un véritable sens à ce moment-là. Hmm. Donc voilà, et puis bon, j'ai un certain nombre de besoins qui sont liés à mon activité, donc à ce moment-là, je suis obligé de gagner suffisamment d'argent pour faire fonctionner l'activité, parce que des fois on m'a demandé, mais pourquoi vous ne faites pas gratuit? Ben, si je fais gratuit, je vais devoir aller travailler, mais si je vais travailler, je ne Tu pourrai peux plus plus faire faire, ce ouais. que Ça. donc il n'y aura plus de cours gratuits, il n'y aura plus de cours Hmm. gratuits, donc c'est ridicule comme mode de fonctionnement. Ouais, ça, on arrive aussi pas mal sur cette notion-là où tout doit être gratuit, là. Mais bon, en Ah. effet, Mais il y a un ça va truc, évoluer. l'abondance, là aussi c'est détourné, mais on regarde la nature, elle est abondante. Hmm. Elle produit, elle produit, elle produit. Il y a une abondance dans la nature. Donc, et comme nous sommes la nature, on va révéler cette abondance qui est en nous.
Il n'y a pas besoin de se faire des trucs mentaux comme ça. Mm. C'est beaucoup plus simple que ça. Les gens se torturent à faire. Bon, mais voilà. Mm. Je suis en train en même temps de Bon, lire, mais je vais sûrement être fâché avec les gens qui vendent la loi de l'attraction vont m'en vouloir. non, Parce que on voit plein de gens justement qui eux-mêmes sont fauchés et qui proposent la loi de l'attraction pour devenir riches. Et je vois régulièrement, parce que moi je leur écris, je me permets de leur demander, je leur dis, mais vous-même, combien est-ce que vous gagnez? Voilà. Et c'est comme dans le monde du coaching, il y a plein de coachs, ils sont tous fauchés. ouais. Donc je me dis, c'est pas très crédible. Je veux dire, vous proposez la loi de l'attraction pour que les gens s'enrichissent, mais en fait, vous faites ça surtout pour vendre votre truc, pour justement gagner de l'argent. Donc après, vous pourrez leur dire, maintenant que j'ai bien vendu mon livre sur la loi de l'attraction, je suis riche, donc faites comme moi. C'est ça qui est rigolo, hein. C'est en effet la loi de l'attraction, la loi de l'abondance, c'est vraiment quelque chose de business, quoi. On est vraiment oui, sur ça, sur du business. Oui, tout à fait. Donc, Mais c'est pour ça que le terme que tu utilises, moi, je préfère. Ouais. oui. Mais oui, mais je pense que, voilà, une fois qu'on a, Dalai Lama le dit lui-même, une fois qu'on a l'essentiel de ce qu'il nous faut, sauf encore une fois si c'est un sens pour nous, Oui. mais moi j'ai un ami, c'est un artiste qui fait des peintures, qui vend très bien d'ailleurs, mais il a de quoi vivre, mais c'est un homme heureux, il vit, on va dire, relativement modestement. Mais il vend suffisamment pour pour, on va dire, correctement vivre. Mais on sent que c'est un homme heureux, il C'est ça. adore ce qu'il fait, il nage dans le bonheur du matin au soir. Et il me dit, qu'est-ce que j'ai cherché de plus? Moi, je suis heureux dans ma vie. Si demain, il m'arrive quelque chose que je ne peux plus peindre, bah, je ferai autre chose. Mais Ouais, ça. Il a complètement acquis la loi oh voilà, mince, de l'impermanence. de la permanence, voilà. Mm. Tout à fait. De toutes ces lois qu'on voit là, moi je sais pas, celle de la loi d'impermanence, hein, je trouve que quelque part c'est vraiment la base, même si toutes les autres ont leur importance. Mais quand tu comprends ça, que tout est impermanent, donc c'est pas la peine de t'accrocher aux choses qui sont, que ce soit matérielles ou immatérielles d'ailleurs, Ouais. parce que ça va pas durer. Mais bien sûr. Et mais moi, je me souviens, je crois qu'elle est tellement circulé la lettre de Steve Jobs quand il est décédé, au moment de sa mort, où il disait, justement, parce que c'est quand même un type qui avait des millions, je ne sais même pas s'il n'était pas milliardaire, mais où il ramène tout à l'essentiel à la fin. Il dit, tout l'argent que vous pouvez avoir gagné, en fait, c'est peanuts Hein. par rapport à si vous n'avez pas cultivé l'amour avec vos proches. Et d'ailleurs, je trouvais même que c'était resté encore limité parce qu'on se limite aux proches. Mais Mm. vraiment, quand on crée ça, ces liens chaleureux, cordiaux, mais c'est tellement nourricier et c'est tellement bénéfique. Et on se dit qu'au moment de partir, mais on part comblé. On part réellement comblé. Donc c'est un peu comme justement dans l'émission précédente où je parlais de mon chat que j'ai accompagné Mm. jusqu'au bout. Il y a ce sentiment d'avoir apporté quelque C'est chose, ça. d'avoir participé, d'avoir aidé à partir dans la paix. Mais ça se monnaie même pas. C'est incommensurable Mm, mm. de vivre ça. Mais pendant qu'on passe son temps à engranger de l'argent, on n'a pas le temps de faire ça. Les gens, ils n'ont pas le temps de méditer. Ils courent tout le temps, ils sont tout le temps sur le qui-vive, et puis au moment de mourir, ils se disent, bah merde, voilà, j'ai J'ai couru. raté quelque chose. Voilà, et les gens sont passés à côté de leur vie. Ils n'ont pas pris le temps, justement. Et c'est ça qui est terrible, ils ne prennent pas le temps. Donc ils peuvent. Et il y a un moment, ça devient, on se trouve un petit peu ridicule d'ailleurs. Ça devient un petit peu ridicule. Ouais, c'est clair. Ouais. Parfois c'est le chat qui se mord la queue, hein. Oui. Ça tourne. Il reste à peu près 7 minutes, un peu moins de 7 minutes. Euh, pour des personnes qui sont très très dans la matière, c'est bien d'être dans la matière, hein, qui veulent justement se détacher pour se recentrer sur elles-mêmes, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Bah, qu'elles gardent tout ce qu'elles ont et elles n'ont pas de raison de le perdre. C'est que- je me rappelle juste une petite justement anecdote. Je crois que c'est dans un livre que j'ai lu. Il me semble que c'est le Guerrier Pacifique où il dit il va voir c'est quelqu'un qui va voir un maître spirituel qui est une femme qui lui dit ouais mais moi j'aime beaucoup les gâteaux. Est-ce que après une fois que j'aurai atteint l'éveil est-ce que je vais continuer à aimer les gâteaux? Elle lui répond mais tu vas aimer encore plus les gâteaux après.
Justement, parce qu'on les savoure à ce Ouais. moment-là, on les bénéficie. Il faut que les gens aient conscience que la réalisation de soi, ça n'entraîne aucune perte, c'est tout le contraire. C'est justement ce que vous aimez, vous allez l'aimer encore plus. Vous allez, justement, vos proches, vous allez les aimer encore plus. Ça va gagner en qualité, en profondeur, en authenticité. Et si, ma foi, vous avez développé une capacité à créer de l'argent, eh ben, continuez à le faire, mais vous allez donner un sens beaucoup plus Mm. profond à ce que vous faites. L'argent ne sera plus le but, mais le moyen. Donc vous allez peut-être rendre des services, vous allez apporter quelque chose dont vous serez fier aux gens. Moi, je m'excuse, mais je souhaite presque qu'ils m'entendent, mais quand je vois Donald Trump, ce multimilliardaire, comment il parle, Mm. justement, il fait acte de racisme, je me suis dit, mais si c'est ça, devenir milliardaire, il est où le bonheur? Quel Mm. intérêt? C'est pas ça le but. C'est vraiment pas ça le but. Quand on est dans la joie, quand on est dans le bonheur, ben, on a la plus grande des richesses. On a vraiment la plus grande des richesses. Donc, à quoi bon avoir beaucoup d'argent si on n'est pas heureux, si on n'est pas dans la joie? Et je pense que ça, c'est quand même très important. Il faut que les gens aient conscience de ça. Alors, vouloir gagner de l'argent, c'est très très bien. Et je vois malheureusement autour de moi, je vois même certains de mes amis qui sont carrément dans l'excès inverse, qui sont justement dans la survie en Ouais, permanence. c'est ça, ouais. On essaie de joindre on s'accroche, on essaie on bidouille, quoi, comme on dit ici. Et bon, les gens, c'est une souffrance permanente parce que là, c'est pareil. Autant les gens passent leur temps à essayer de gagner de l'argent, ils n'ont pas le temps justement de s'occuper d'eux et de leurs proches. Et autant là, c'est pareil, j'ai pas le temps parce que je suis complètement dans la survie, je suis sans arrêt en train de grappiller, d'essayer de trouver un peu d'argent, et du coup, je suis pas disponible non plus. Donc, il faut peut-être essayer de trouver un juste Juste milieu. milieu. Voilà. Et là, c'est pas, encore une fois, quand on est dans la matérialité, c'est parce qu'on vit avec l'idée que le bonheur va venir de l'extérieur. Mm. Mais on peut tout avoir, on peut tout acheter, on peut tout, ça ne nous rendra pas plus heureux. On aura pendant un moment une satisfaction, Mm. mais qui va s'effacer. Et il faudra à nouveau acheter autre chose, s'orienter vers un autre but. C'est une histoire sans fin. Et on ne trouve jamais la paix. On n'est jamais en paix. Donc, à quoi bon? Mm. Il ne s'agit pas de vivre comme un ermite, on n'a pas besoin de vivre comme un ermite non plus. On peut pas, il ne s'agit pas de se détacher du matériel. Encore une fois, si les gens qui nous écoutent, vous avez une maison, gardez-la. Vous n'avez pas besoin d'aller Ouais, partir dans une grotte, c'est pas nécessaire. Justement, faites du bien à partir de ce que vous avez et appréciez justement d'avoir une maison. Aimez cette maison, appréciez-la, goûtez-la, au lieu de désirer encore autre chose. c'est ça. Goûtez, C'est c'est- savourez c'est- ce que vous avez. c'est de se ramener vers l'essentiel, hein, être conscient en fait de ce que l'on a présentement Tout à fait. et sans aller chercher toujours plus loin, mais de vivre. Ça Ouais. me parle beaucoup hein, quand tu parles de justement les gens qui travaillent beaucoup, etc., et qui ne prennent pas de temps avec leur famille ou qui ne méditent pas. Moi, actuellement, c'est ce que je vis, et c'est vrai que c'est pas ce vers quoi je veux aller. Donc, il y a des prises de conscience qui se font, qui se mettent en place pour justement avoir une vie complète hein, et sensée. Parce on voit en fait finalement, on passe d'un extrême à l'autre. Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont devenues, qui étaient pauvres, qui sont devenues riches, mais sur le fond, elles n'ont rien changé parce qu'elles sont toujours aussi occupées. Ouais, Donc, elles n'arrivent pas à se détendre, elles n'ont pas le temps. Donc, parce qu'elles sont toujours affairées à gagner de l'argent. Avant, elles étaient toujours affairées aussi à gagner de l'argent, mm, parce qu'elles n'en avaient pas. Donc, ils essayaient de grappiller. Puis, du jour où elles ont compris comment ça marchait pour gagner beaucoup d'argent, donc elles ont trouvé, elles gagnent beaucoup d'argent, mais elles n'ont plus de temps. mm. Donc, c'est pareil. Donc, Ouais, finalement, il y a pas sur d'intérêt. le fond, il n'y a rien de changé. Elles ont exactement la même vie, sauf que c'est le décor qui a changé, c'est tout. Mm. Voilà. Donc sur le fond, il faut se changer soi, pas à l'extérieur. C'est ça. Hein. La solution est en soi, hein, c'est clair. Hein. La solution, c'est nous qui la possédons à l'intérieur de nous. Bruno, on arrive à la fin de cette émission. J'ai pas vu le temps passer, hein, fichtre. Donc, je vous invite à aller regarder à nouveau les différentes lois qu'on a parlé. Il y a des belles prises de conscience que vous pouvez faire. Hein. Moi, vraiment, j'accroche sur la permanence. Hein. Je trouve que c'est vraiment celle qui me parle, en tout cas, le plus, hein, qui permet d'avancer, en tout cas, plus concrètement dans ma vie présentement. C'est celle-là. Donc, mais écoutez, vous pouvez aussi aller sur le site de Bruno, donc brunolallemand.com. Puis vous allez voir, il y a plein d'articles. Non, Non, c'est pas mais Bruno en Lallemand. réalité, c'est Oui, ressourcesactualisation.fr. oui, c'est ressources. Mais, Bon, sinon, vous allez sur le site de la radio, vous allez trouver, il y a une page de toute façon spécialement pour Bruno. Donc, allez vous balader là-dessus, vous allez trouver tous les renseignements qu'il vous faut. Bruno, merci. C'est toujours un réel plaisir d'échanger avec toi.
Et moi aussi. C'est partagé. Il y a toujours de belles prises de conscience et puis j'espère que les personnes qui nous écoutent, ben, vous aussi, vous faites de belles prises de conscience parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. On a été un peu plus loin que d'ailleurs juste de lister les différentes lois là. On a été un peu plus en profondeur et donc voilà. Bah, du coup, on va terminer sur ça parce que j'ai plus de voix. Bruno, merci encore beaucoup Et à la semaine prochaine. et à la semaine prochaine. Salut à tous, amusez-vous bien, passez une excellente vie. Bye bye.